Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue à la toute dernière articulation de la semaine du critique littéraire online 2026, cette deuxième édition. Voilà, nous avons suivi depuis lundi énormément d'échanges, beaucoup de questions, d'interactions avec le public autour de la critique littéraire, de ses mécanismes, de tout ce que nous pouvons voir comme appréhension, que nous pouvons voir comme espoir, que nous pouvons voir comme collaboration, comme complémentarité entre auteurs et critiques littéraires. Nous avons vu aussi l'importance du travail des éditeurs dans le processus. Nous avons vu comment tout le monde peut s'engager et ce que cela représente pour l'avenir du livre et surtout pour ce que nous appelons chez Acolyte le livre de qualité. Voilà. Aujourd'hui, nous bouclons avec cet atelier liberté de créativité, parce que plusieurs questions reviennent sur la table quand il est question du travail du critique littéraire. Comment doit-il se tenir vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis du livre? Comment doit-il procéder quand il va proposer son analyse? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Qu'est-ce qu'il doit dire? Et tout. Donc, voilà, nous allons commencer par voir ce qu'est un auteur. Pardon. La critique, aujourd'hui, quand elle est regardée, on dit que le critique ne tient pas compte de l'auteur, que certains critiques, ils disent plutôt d'un livre ce qu'ils veulent y voir, ce qu'ils veulent y trouver. Voilà ce qu'ils proposent comme analyse d'une œuvre. Alors, déjà, nous avons liberté et créativité. Si on commence par les définir à la base, la liberté, c'est que l'auteur, il a entièrement le droit d'aller comme bon lui semble, de suivre le chemin qu'il veut quand il va proposer son œuvre, quand il va écrire son inspiration, il est entièrement libre de suivre le chemin qu'il veut. Ça, c'est ce qui concerne cet aspect. Maintenant, pour ce qui est de la créativité, c'est tout pareil. C'est toujours cette capacité de l'auteur à produire un texte, une œuvre littéraire dans un contexte bien précis, avec des éléments qui lui sont propres et justement qui feront sa particularité. Et en cela, nous voyons justement dans l'auteur, dans cette particularité, dans cette authenticité, parce que tous les auteurs, même s'ils écrivent des livres, ne sont pas pareils, ils ne se valent pas. Ils viennent de contextes différents, ils ont différents regards sur la nature. Et justement, et là, quand ils vont écrire, quand ils vont proposer une critique de cette nature, chacun le fera avec son expérience, avec son ressenti. Et voilà ce que le critique littéraire, il doit savoir à la base. Donc, le livre n'est pas le sien. Il n'impose pas à l'auteur une écriture. Il va suggérer des choses. Et donc, mais nous avons déjà vu des critiques qui vont dire aux auteurs, donc bon, ici, tu aurais pu dire ceci, si tu dois dire cela, bon, pas tu aurais pu, mais tu dois dire ceci, voici comment tu dois l'écrire, parce que tel auteur, tel grand auteur, il a écrit ainsi, il a procédé ainsi, il a présenté ainsi. Premier élément, une analyse d'un livre se fait à l'intérieur de ce livre. Vous n'allez pas analyser un livre en ayant en tête ce qu'un autre auteur a écrit. Vous ne l'aurez pas ainsi. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que chaque auteur a son identité. Chaque auteur, vous en tant que critique, relevez que chaque auteur a son identité et vous n'irez donc pas emprunter l'identité d'un auteur A pour venir traiter d'un auteur B que vous avez juste là devant vous. Ce ne sera pas possible, vous ne ferez pas un travail concluant et votre travail ne portera pas les fruits qu'il faut. Vous avez à l'esprit l'évolution de l'écriture.
vous avez à l'esprit l'évolution du traitement d'une certaine thématique. Mais en aucun cas, les personnes qui les ont traités ou les livres qui les ont traités pour pouvoir prendre l'un et le mettre à la place de l'autre. Donc, la critique se fait, l'analyse se fait déjà, le premier regard se fait à l'intérieur du livre. Donc, un livre, vous l'analysez par rapport à ce qu'il vous présente, par rapport à ce qu'il vous présente et non par rapport à ce qu'il vous rappelle concernant vos lectures. Donc, nous avons cet aspect qu'il faut privilégier. Parce que si on n'en tient pas compte dès le départ, on perd l'auteur. On perd même le fil de la lecture. On perd absolument tout ce qu'on pouvait tirer, tout simplement parce que cet auteur n'écrit pas comme ce que nous avons déjà lu. Donc, la critique, c'est cela. Mais à la base de toute chose, il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Je dirais même que c'est, évidemment, c'est ce qui va caractériser toute critique. Si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas un critique littéraire. Il y a quelques jours, quelqu'un me faisait remarquer que certaines mises à jour d'IA permettent aujourd'hui de mieux analyser qu'un être humain. De mieux analyser ou mieux écrire qu'un être humain. Je lui ai dit, c'est pas possible du tout. Déjà, ça, c'est pas possible. Parce que la sensibilité que l'on a quand on doit écrire ou analyser, l'IA ne vous la propose pas. L'IA va vous proposer quelque chose de mécanique qui est tiré de ce que l'on a déjà produit, que l'on va compiler et on va rentrer dans des bases de données en croisant deux ou trois éléments d'analyse et d'autres choses. C'est vrai que les mises à jour peuvent être poussées, ça c'est vrai, mais vous ne serez jamais un critique littéraire si vous utilisez l'IA comme beaucoup le font d'ailleurs, si vous utilisez l'IA pour produire vos analyses. Et évidemment, on le saura à la première lecture, on saura que vous n'avez pas lu. Donc, il faut lire. Vous oubliez tout ce que l'on va vous dire de lecture transversale, de lecture en diagonale, toutes ces lectures qui vont dans des sens algébriques ou géométriques, vous oubliez ces lectures. Ces lectures ne permettent pas l'analyse. Ça, c'est pour avoir une idée de ce qui a été écrit. Et vraiment, dans le flash, quand on veut peut-être assister à un événement tout rapide, on fait une petite lecture en diagonale, on va couper ici, on coupe là, on tranche ici, on tranche là, et pour pouvoir atteindre un certain niveau de connaissance de ce qui s'est passé dans le livre. Donc, il faut lire intégralement. Vous lisez de la première à la dernière page, du premier au dernier mot. Parce que tous les mots d'un auteur comptent. Tous ces mots comptent. Si il y a des critiques que l'on peut présenter et finir par remarquer que l'auteur, peut-être il s'est dit, ok, voici un bout de 10 pages, ça c'est pas grand chose, donc je suis ici, bon, j'habite sur ici, c'est 10 pages et aller ailleurs. Vous allez vous rendre compte que quelque chose que vous contredisez, pardon, ou bien quelque chose, un regard que vous avez sur un élément, vous étiez à la 9e page, vous vous retrouvez à la 20e, quelque chose que vous remarquez à la 20e page a été clairement présenté entre la page 9 et la page 20. Mais vous avez traversé ce bloc de 10 pages en vous disant, bon, c'est ennuyeux, bon, l'auteur, il me saoule, bon, voilà, je vais passer rapidement à la fin ou autre chose. Donc là, vous avez laissé une bonne partie de l'écriture. Vous ne pourrez plus avoir une analyse complète de ce livre. Vous devez lire tous les mots, vous devez lire toutes les pages. Donc, on commence par là. Maintenant, vous avez, oui, bien sûr, quand je parle de lecture algébrique et tout ça, ce sont ces petites lectures qui sont juste rapides, mais qui ne permettent pas d'analyse. Donc, oui, voilà. Maintenant, vous avez, après avoir lu, parce que maintenant vous lisez le livre, vous demandez, est-ce que je l'ai compris, ce livre? Est-ce que je l'ai compris? Je dis toujours, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais il y en a un de compréhension. Donc, il faut aller le plus haut possible. La compréhension d'un livre ne s'arrête pas. C'est pourquoi je parle de plusieurs niveaux de lecture et un seul niveau de compréhension. La compréhension, elle ne s'arrête pas, elle va. Et maintenant, on dit très souvent que chacun comprend en fonction de son niveau. Évidemment, votre niveau de lecture vous permet d'approcher
quelque chose. Et même au niveau le plus élevé, il y a toujours quelque chose qui va vous échapper. Donc, mais ce qu'on fait, c'est pousser le plus possible. Et pour pousser le plus possible, qu'est-ce qu'on fait? 3 lectures. Je recommande toujours 3 lectures. Quand on est débutant, quand on va s'exercer ou bien on va faire ses premiers pas dans la critique, 3 lectures sont nécessaires. Pourquoi? La première lecture, elle va vous dire, elle va vous mettre au contact de l'histoire, de la trame, des diverses émotions, des divers textes en termes de recueil, que ce soit poésie, que ce soit nouvelle. Donc, vous aurez une connaissance globale à la première lecture. Et ce n'est pas parce que vous avez retenu l'histoire que vous avez compris le livre. Ce n'est pas parce que vous avez une idée du message que vous avez compris le livre et que vous l'avez analysé. Parce que l'analyse, c'est tout autre chose. Deuxième lecture, elle va vous familiariser avec les éléments. Elle va vous familiariser avec les personnages. Elle va vous indiquer les couleurs même qui vous avez échappé. Elle va vous indiquer les noms qui vous avez échappé. Elle vous indiquera les lieux qui vous avez échappé. Parce que quand vous faites une première lecture, là, vous avez une idée globale de ce qui s'est passé. Une seconde lecture vient renforcer le détail. Et la troisième lecture, c'est elle qui vient vous asseoir maintenant. Pardon, c'est elle qui vient vous asseoir en tant que quelqu'un qui fait partie du contexte d'écriture. Et quand je parle du contexte d'écriture, je parle du contexte dans lequel les personnages vont se déployer. Vous devenez l'ami des personnages, vous devenez familier à leur monde, vous intégrez leur monde. Donc, c'est la troisième lecture qui va vous faire intégrer leur monde. À un niveau de lecture plus avancé, les 3 lectures se font en une seule. Toujours est-il que vous faites votre prise de notes. La prise de notes est très importante parce qu'il y a des clés dans une écriture. Toute écriture, si faible soit-elle, a des clés. Et ce sont ces clés qui vous permettent de passer au palier supérieur pour approcher l'idée que l'auteur a à la base quand il va écrire. À certains moments, et ce qui m'est déjà arrivé à moi, j'ai dû compter le nombre de mots par phrase, parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui parfois même échappent aux auteurs. Vous vous rendrez compte qu'un auteur, parce qu'il y a une régularité, il y a un rythme qui va vous habiter à mesure que vous poursuivez un texte. Alors, certains auteurs, sans le savoir, vont vous concevoir des phrases dont la longueur, c'est 10 mots par phrase. 10 mots, mais ça, vous ne le captez pas tout de suite. Cela vous vient quand une certaine musicalité commence à vous prendre. Vous vous rendez compte que la phrase que vous venez de traverser a exactement le même temps de lecture que celle qui arrive. Cela va attirer votre attention et vous allez regarder, voir ce qui précède et voir ce qui arrive après. Et vous vous rendez compte qu'à certains moments, des phrases, ils ont le même nombre de mots. Elles ont le même nombre de mots. Et ça peut arriver. Ça peut être volontaire, ça peut être accidentel, mais ça peut arriver. Et cela vous donne une indication du palier où se trouvait l'auteur quand il écrivait. Donc, vous apprenez à mieux connaître une écriture. L'analyse, vous allez sortir du cadre purement académique. C'est vrai, vous avez, les deux, on reviendra sur les types d'analyse plus tard. Allons-y d'abord avec la lecture. Donc, vous lisez, vous atteignez un certain palier et vous continuez à avancer. La prise de notes, je disais, est très importante. C'est elle qui vous dira, OK, ici, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous pourrez résumer ça par une notion, vous pourrez résumer, vous pouvez lui donner un titre, telle chose, mais ou alors remarquer quelque chose de spécial qui arrive à tel ou tel autre endroit. Parce que votre analyse, quand vous la ferez, elle ne sera pas seulement basée sur ce que l'on voit. Ce ne sera pas seulement ce que vous avez vu de vos yeux par rapport à l'écriture, pas uniquement, mais ce sera aussi ce que l'auteur n'a pas écrit. C'est pourquoi je parlais de clés tout à l'heure, des clés qui vont vous ouvrir plusieurs portes de cet esprit de l'auteur, de cette créativité. Parce que la créativité est immense. Ce n'est pas juste quelque chose de mesuré, de calculer. Un auteur va s'asseoir, il va se dire, OK, ce poème, je vais l'écrire en escalier et tout le reste. Ce poème, je vais l'écrire en ceci, je vais l'écrire en cela. Oui, ce sont des formes qui sont très visibles. Maintenant, quand vous allez prendre ces poèmes-là et vous regardez, est-ce que
l'on monte, l'on descend. Est-ce que cet escalier représente quelque chose en particulier ou alors c'est juste un dessin? Auquel cas, ce que nous disons souvent, c'est un auteur, et c'est bien pour la fantaisie. Bon, maintenant, si tu veux aller à un niveau au-dessus, si tu veux avoir une écriture qui, comme on dit dans une vieille fable, s'il faut que le ramage et le plumage se rapportent, il va falloir passer à autre chose. Donc, si vous pouvez vous en passer, cette forme ne vous sert pas. Vous pourrez en utiliser une autre qui soit plus appropriée, qui soit plus adaptée, qui soit plus dans le sens, dans l'esprit de ce que vous voulez proposer à vos lecteurs. Donc, vous allez prendre ces analyses aussi. Vous allez regarder sur cet aspect. Donc, la forme est comme déjà, est-ce que le fond et la forme se ressemblent? Est-ce que quand vous mettez bout à bout toutes ces phrases-là, déjà, est-ce qu'elles s'accordent? Et si jamais vous pensez qu'il y a un désordre, est-ce que c'est réellement un désordre ou alors c'est une sorte de tourmente dans laquelle l'auteur se trouve et il va représenter cette tourmente aussi dans le désordre, dans ce que vous allez appeler désordre? Plusieurs éléments sont réellement à considérer et il faut toujours se dire c'est de la créativité. Et la créativité n'est pas quelque chose de figé. On peut fixer l'attention, bien sûr, l'attention elle est fixée parce qu'on se concentre sur un point. L'attention de l'auteur est fixée, va se concentrer sur un point, mais son esprit par rapport à ce point est libéré. Le challenge de plusieurs critiques aujourd'hui est de se mettre à la hauteur de cet esprit. Le challenge est de se mettre à la hauteur de cet esprit. Est-ce que l'esprit critique est aussi avancé, est aussi évolué, est aussi épanoui que l'esprit créatif? Donc, quelque part, hier, je parlais même de la critique créative. Il faut qu'on soit créatif dans la critique littéraire. Si on reste figé, on passe à côté de tout. Pardon. On produira un document qui va se rapporter exactement à ce qu'on appelle méthode, à ce qu'on appelle méthodologie. On va dire, OK, voici les canons de la critique, voici ce qu'il faut observer, voici tel point, voici tel autre. Et voilà, on aura un document scientifique froid. Oui, ce sera tout froid, ce sera tout pâle. Et ce document ne sera pas égal à l'esprit qui a porté la créativité de l'auteur. Donc, cette créativité, on se dit déjà, le critique va se dire que l'auteur en est libre. L'auteur est libre, l'auteur a le droit d'être fou. Avec un ami écrivain, Grégoire Guédi notamment, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la folie de l'écrivain il y a plus de 10 ans. Nous avons travaillé sur la folie de l'écrivain pour voir jusqu'où les écrivains peuvent aller en analysant les anciens, les nouveaux et en faisant même des projections dans le futur pour voir ce qu'un auteur est à mesure d'atteindre. Parce que pour nous, il a toujours été important de se dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'un auteur peut proposer. On ne va pas l'enfermer sous prétexte que bon, Victor Hugo l'avait mieux écrit, Saint-Ben Ousmane en avait mieux parlé, Camara là, il avait mieux fait, Mongo Betty et ceci. Non. On va se dire que l'auteur a un champ infini, que la créativité est infinie. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la limiter. C'est donc aux critiques d'avoir ce regard créatif, ce regard qui va lui permettre d'intégrer les éléments qu'aucune école ne va lui proposer. Et pour cela, il faut lire, il faut être vraiment passionné. Et quand on parle de passion, il faut être capable de plonger au cœur de soi, de s'effacer pour laisser place au livre. Vous oubliez l'auteur, parce que déjà, il y a plusieurs critiques qui se font sur la base du nom d'un auteur. On va se dire, voilà, c'est, je prends un nom comme ça qui me vient à tout hasard, un livre que j'ai sur ma table. On va se dire, c'est Moutlon. Et là, j'ai le dernier Moutlon, La Société des Bienheureux. On va se dire, OK, bon, c'est Moutlon, forcément, c'est bien, voilà, ce sera une lecture facile, on va faire ceci. Et après, on prendra un autre, j'ai encore là aussi Réalités épineuses de notre jeune ami Aminandam. On va se dire, ah, bah, c'est une novice, donc voilà, ce sera complexe. D'où cette réticence de certains critiques, notamment universitaires, à aller vers les textes dont ils ne connaissent pas les auteurs. Peu importe, le nom d'un auteur ne compte pas, le nom de son éditeur, ça ne compte pas. Ce qu'il faut faire,
c'est ouvrir un texte, ce que j'ai appelé une fois édition blanche, donc ouvrir un texte comme si personne ne l'avait écrit. Et vous devenez la personne qui l'analyse et vous n'avez personne à juger. Vous n'avez que le texte devant vous, vous n'avez personne à juger. C'est une créativité que l'on vous offre. On vous offre la possibilité. Très souvent, je dis aux critiques, vous n'êtes pas supérieur aux auteurs. Pardon, parce que les auteurs tremblent devant des critiques en se disant, non, voilà les dieux de la littérature. Quand ils vont dire quelque chose, ce sera ça. Non, mais c'est faux. Le critique doit être honoré de recevoir suffisamment de matière pour pouvoir plonger au cœur même de sa passion. Parce que le critique est aussi passionné que l'auteur. Si le critique ne reconnaît pas cet honneur qu'il a de recevoir un livre qui va lui donner de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, alors il passera à côté de tout. Il restera coincé dans des théories qui sont mortes longtemps, même parfois longtemps avant leurs auteurs, ces théories-là. Donc, il faut être aussi créatif qu'un auteur, parce que la créativité, c'est la base de tout. Et, on le rappelle, l'auteur est libre d'aller où il veut, comme bon lui semble. Ça, il a ce droit. C'est son droit le plus absolu. Il fait ce qu'il veut de son écriture. C'est au critique de se mettre au niveau. Parfois, le critique n'est pas au niveau d'une écriture et il trouvera que cet auteur, il fait n'importe quoi. Il propose n'importe quoi. Non, il faut pouvoir se mettre au niveau de l'écriture, au niveau de l'écriture d'un auteur. De même, quand on va dire aux auteurs, il faut se mettre au niveau vous-même de votre inspiration. Parce que le tout n'est pas d'écrire. Le tout n'est pas d'écrire, de dire, OK, bon, moi j'ai écrit, j'ai proposé quelque chose. Non. Est-ce que vous avez suffisamment lu? Est-ce que vous êtes en train de dire quelque chose, de répéter un thème qui a été longtemps mieux traité et qui vous fait penser qu'aujourd'hui, votre niveau ne vous permet pas de publier un livre. Et ça, le critique aussi, maintenant, va vous le dire. Le critique, il va vous l'annoncer. Est-ce que ce que vous proposez est encore valable aujourd'hui? Oui, le critique, il vous le propose. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Donc, l'auteur doit se mettre lui-même à la hauteur de ce qu'il va appeler son inspiration. Il va lui-même se mettre à la hauteur de son inspiration. Et le critique va se mettre à la hauteur de cette critique que l'auteur propose de la société. Parce que toute écriture, de votre fiction, vos romans, poésie, c'est une critique de quelque chose. Ça peut être une critique d'une société qui tourne de cette façon, de certaines émotions, ceci. Donc, vous proposez vous-même une lecture de la société. En tant qu'auteur, c'est ce que vous faites. Vous proposez une lecture de la société. Et le critique va regarder, il va veiller à ce que cette critique-là rencontre ou bien propose certains points, que cette critique-là respecte ce que vous-même avez proposé. Parce que le respect de l'écriture d'un auteur ne se fait que par rapport à ce qu'il a proposé lui-même, par rapport à ce qu'il fait comme promesse. Les écritures sont des promesses. Quand un auteur s'assoit pour écrire, il promet au lecteur, voici le chemin que je vais suivre, voici tel, quand je mets ceci comme qualificatif, quand je dis que cet endroit est insaisissable ou que ceci est invincible ou tel autre, je vous promets que voilà comment cela va se passer, je vous promets telle ou telle autre chose. C'est maintenant, faute de pouvoir respecter ou bien de tenir sa propre promesse, que l'on va donc commencer à regarder son écriture différemment. Des insuffisances vont commencer à apparaître. Parce que naturellement, toute écriture comporte des insuffisances. J'ai déjà eu à lire des critiques dans lesquelles il n'y avait que de la célébration. D'autres critiques dans lesquelles il n'y avait que de la dénonciation. Ici, on va encenser, là-bas, on va enfoncer et tout. Et à aucun moment, vous ne voyez la critique. Et on commence à parler de critique constructive. Et je disais, moi, je ne vois pas. On fait juste une critique. La critique constructive, la critique négative, la critique positive, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Bien sûr, on dira que la critique constructive est celle qui va permettre à l'auteur de grandir dans sa passion, de grandir dans son écriture, mais c'est de la critique tout simplement. Pourquoi faut-il qu'elle soit constructive?
parce que, d'autre part, le critique a toujours à cœur, on va toujours se dire que dans le critique, il enfonce d'abord l'auteur. Et même quand, le côté constructif, je préfère aller directement là, le côté constructif d'une critique, c'est la partie qui vient relever les insuffisances et proposer des voies à l'auteur. C'est cette partie-là qui est constructive, mais elle fait partie de la critique. On ne peut pas dire critique constructive. Déjà, pourquoi? Parce que pour beaucoup d'auteurs, si vous faites une critique de 100 pages, vous les instancez sur 95 pages et vous mettez 5 pages d'insuffisance, ils trouveront que vous avez démoli leur travail. Ils diront que leur travail, vous l'avez démoli. Pourtant, ils ont 95 pages qui disent tout le bien de leur travail, qui disent comment, tous les apports, je ne veux dire pas tout le bien, mais qui disent tout l'apport qu'ils ont pu apporter. Et l'autre partie qui va leur permettre maintenant d'observer certains axes, de regarder à nouveau certains points, ce sera du négatif. Là, on parlera de critique, ils vont parler de critique négative. Pourquoi? La critique n'est pas divisée en deux, partie positive, partie négative. La critique, c'est la critique. Tout cela. Donc, on ne voit même pas parler de critique destructive. J'entends pas de critique constructive, de critique destructive. Soit c'est de la critique, soit c'est pas de la critique, tout simplement. Ce n'est pas la peine de chercher à qualifier. On perdrait déjà ce qu'une critique représente. On doit garder à l'esprit que la critique est faite pour que l'auteur puisse mieux regarder son travail. Est-ce qu'il est à jour lui-même avec sa promesse d'écriture? Est-ce qu'il est à jour lui-même avec ses connaissances sur son thème? Est-ce qu'il a suffisamment travaillé lui-même sur son thème pour arriver, pour atteindre un certain niveau? On va parler de son style, on va parler de son regard, on parlera de plusieurs éléments, mais jamais on ne le jugera. Jamais on ne le jugera. C'est le texte qui est là devant qu'on prendra et qu'on portera. Jamais l'auteur lui-même il sera jugé parce qu'il n'existe plus. Il n'existe plus l'auteur. Ça, il faut le remarquer. Quand il a écrit, il est mort. Les auteurs qui vont se lever et aller essayer de se battre contre la critique sur les réseaux sociaux, qui vont dans des tribunaux, ça on a déjà vu, qui vont porter plainte à gauche, qui vont se plaindre à droite, ils n'ont pas compris ce qu'est la critique. Et ils ne sont pas écrivains, parce que écrivain ne veut pas juste dire qu'on a publié un livre chez l'éditeur, comme de façon traditionnelle. Écrivain aujourd'hui, c'est comprendre ce que représente la littérature, comprendre ce que représente le livre. On ne va pas tenir quelque chose, on ne va pas tenir une critique en se disant que celle-ci, elle est faite pour détruire. Là où c'est fait pour détruire, ce n'est pas de la critique, qu'on le retienne déjà. Là où on est en train de s'en prendre à l'auteur, ce n'est pas de la critique, ce n'est même pas de la critique destructive, ce n'est pas de la critique du tout. Ce n'est pas du tout de la critique. Il faut qu'on puisse respecter déjà ce qu'est la littérature et ce que la littérature propose comme comme maillon. Donc, celui qui s'en prend à un auteur en le trouvant puéril, en le trouvant ceci, en le trouvant cela, il ne fait pas de la critique. Il a autre chose qu'il est en train d'essayer de faire, mais ce n'est pas de la critique. Non. Bon, oui, je pourrais prendre cette réaction de Hermine Liliane qui disait justement, oui, je vais dire, vous pouvez poser vos questions et réagir, hein, tout le temps comme vous le faites déjà, ça c'est super, donc on y va. Et justement, dans un de vos directs il y a quelques jours, il y a un jeune auteur qui a dit que la critique, lorsqu'elle n'est pas constructive, peut décourager les jeunes auteurs. Je le rappelle, la critique n'est pas constructive, la critique n'est pas destructrice, la critique c'est la critique. Tout simplement. Le côté découragé, je peux vous le garantir, et j'ai pris cet exemple tout à l'heure. Prenez même une critique de 100 pages, vous avez 99 pages où vous célébrez la plume, en donnant tous les divers accents, en donnant tous les éléments, et vous prenez une seule page pour relever les insuffisances, on dira que cette critique est destructrice. On dira que cette critique ne construit pas, qu'elle est en train de démolir l'auteur. La preuve, il y a quelques mois, j'ai été approché par un groupe qui voulait une critique d'un livre. Alors, c'était un auteur primé, bien sûr. Je fais la critique du livre. Naturellement, je vais relever les axes d'insuffisance, les axes dans lesquels l'auteur a baissé en régime par rapport à ce que lui-même il a promis dans son écriture. Et qu'est-ce que j'ai eu comme retour? L'éditeur et l'auteur veulent que ce soit publié, mais sans cette partie-là. Ben, finalement, ce n'est pas la critique. J'ai donc demandé qu'on retire mon nom aussi.
qu'on retire mon nom, moi, je ne peux pas proposer une critique. Et se célébrer, donc, quand on attribue la critique à quelqu'un d'autre, je n'aurai pas de problème avec ça. Mais si cette partie n'apparaît pas, donc il vaut mieux que mon nom n'apparaisse pas non plus. Donc, voilà le type de... Vous pouvez faire tout le travail possible qui est là et arriver toujours à avoir un auteur qui va mal prendre votre travail. La critique, c'est la critique. C'est aussi simple que ça. Il y a une expression que les auteurs utilisent. Ils disent tout le temps, quand le livre vient de paraître, voici mon nouveau bébé, mon bébé vient de paraître, mon bébé vient de sortir, je vous livre mon bébé, je vous invite à découvrir mon bébé. Oui, vous nous invitez à découvrir votre bébé. Mais un bébé qu'on vient voir, il est quand même soigné. Chez nous, au Cameroun, quand un bébé est là, au bout de peut-être un mois, on organise ce qu'on appelle un voir bébé. Mais alors, quand on vient voir un bébé, ce n'est pas un bébé sale qu'on vient voir. On vient voir un bébé propre, qui sent bon, qui est bien nettoyé, parce qu'en fait, on le présente au monde. Si vous voulez le garder ça à l'intérieur pour vous tout seul, bon, personne ne viendra fouiller chez vous. C'est ce qui se passe avec les manuscrits. Si vous n'avez pas l'intention de faire travailler vos manuscrits, si vous n'avez pas l'intention vous-même de travailler, ne proposez pas ces manuscrits à la lecture. Vos livres ne passeront jamais. Et la critique, si vous, je veux dire, que cela vous plaise ou pas, va vous détruire. Parce que vous avez regardé votre bébé, vous avez dit, voici mon bébé, et à ce moment, vous ne l'avez pas soigné. Mais soignez vos bébés. Soignez vos bébés avant de les envoyer à l'école, avant de les... Soignez-les, faites-les grandir. Et ce n'est pas le jour où votre bébé n'est que vous l'envoyez à l'école. Je crois qu'il a quand même un temps. Hein. Il a un certain âge qui passe avec vous. Il va grandir, il va prendre une certaine expérience et il va aller à l'école. C'est ça qui se passe avec votre manuscrit. Travaillez votre manuscrit, ne soyez pas pressé. N'allez pas chez l'éditeur, le déposer un lundi, le voir imprimer le mardi et faire la dédicace le mercredi. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible et c'est le coup classique en Afrique aujourd'hui. Chez nous, aujourd'hui, c'est ça le truc classique. Ceux qui ne veulent pas du tout attendre, alors ils vont chercher Eddie Livre ou tous les autres là. Alors là, vous déposez aujourd'hui, demain, vous avez votre livre. Non, il faut être un peu plus sérieux que cela. La passion n'est pas juste un mot. La passion, c'est une hygiène de vie. Et c'est ce qui va conditionner la lecture. Alors, Zalan Dako, qui est justement de nos panélistes durant cette sécrilo, demande, doit-on se détacher de la conception classique auteur? La conception classique, c'est laquelle déjà? Oui, c'est vrai que de façon traditionnelle. L'auteur, c'est celui qui... Bon, un auteur déjà, il reste un auteur. Hein, peu importe. L'auteur, vous êtes auteur de quelque chose, ça ne fait pas de vous un être spécial. On est auteur d'un mauvais livre. Donc, on est auteur d'un bon livre, auteur d'un mauvais livre, on est auteur de quelque chose qui marche, quelque chose qui ne marche pas. Donc, auteur, c'est juste auteur. Ça ne signifie rien de spécial en soi, sauf vous attribuer la paternité de quelque chose. Donc, vous êtes auteur de ceci. Voilà. Et ce qu'il faut faire pour continuer, c'est permettre à la critique de faire son travail. Alors, quand la critique reçoit un document, un livre qui est bien travaillé, elle peut maintenant procéder à une vraie critique. Vous vous rendez compte, et ce ne sont pas toutes les critiques qui vont se présenter en 90-10. Hein. Il y a des critiques qui sont en 10-90. Donc, vous avez 10% d'un travail qui est admirable et 90% d'un travail qui est à regarder de nouveau, à refaire. Oui, c'est aussi ça, c'est ça la critique aussi. Et ce ne serait pas une critique, comme on va dire, taillée pour décourager ou bien pour détruire. Non, pas du tout. C'est une critique ordinaire. Alors, on poursuit avec notre critique qui, s'il apprend à respecter la créativité ou alors s'il se met au niveau de la créativité, et j'insiste là-dessus. Certains critiques, aujourd'hui, les auteurs sont fous. Ils sont d'une folie débordante. Ils débordent d'imagination, ils écrivent des choses que l'on soupçonne. Et si vous ne vous mettez pas à la hauteur de cette folie, vous n'y arriverez pas. Et se mettre à la hauteur de cette folie, c'est lire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui? Est-ce que le critique lit aujourd'hui? Ou alors, parce qu'il y a deux types de livres que les critiques, ils aiment bien. Les livres qui ont été célébrés ailleurs, et je vais parler hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique, on va dire tel livre, il est bon, tel livre, c'est le meilleur. Alors là, les critiques, ils vont le prendre en répétant exactement, en répétant ce qui en a déjà été dit. Et les autres livres, ce sont les classiques, les vieux. Ils ont tellement travaillé dans leur jeunesse, quand c'était eux-mêmes jeunes étudiants,
nos universitaires, quand ils étaient jeunes étudiants, ils ont tellement travaillé sur Kamara Lai, ils ont tellement travaillé sur Mongo Betty, sur Francis Bébé, sur tous ces anciens, qu'ils les regardent toujours, la critique chez eux, ils la regardent toujours avec nostalgie. Alors c'est bien plus facile. Mais aujourd'hui, il faut oser. Aujourd'hui, le critique doit oser. Il ne va pas attendre. Hier, j'ai entendu dire que nos livres bénéficient très peu de critiques. Aujourd'hui, on dit qu'il y a de moins en moins de critiques littéraires, ce qui n'est pas faux, ce qui est très vrai. Nous en avons de moins en moins. Pas qu'il n'en existe pas, mais nous en avons de moins en moins parce que tous ces critiques qui attendent pour produire quelque chose, qui attendent que l'appréciation soit faite ailleurs pour donner la même appréciation avec leurs mots, ce ne sont pas des critiques. Parfois, il faut parfois prendre les devants, il faut aller chercher ces livres que l'on ne connaît pas. Il faut aller vers ces auteurs, il faut aller lire déjà ces auteurs, commencer à leur donner des conseils à la base. Allez-y. Nous voulons bien faire de la critique, mais nous manquons de fruits. Mais travaillez un peu plus, vos arbres sont secs. Faites ceci, faites telle chose, qu'on se rapproche un peu plus des éditeurs. Qu'on leur dise, OK, voilà, mais vous nous mettez sur le marché. Tous ces livres qui sont pas du tout, qui ne permettent pas de travailler, qui ne permettent même pas déjà de la bonne lecture. Alors, est-ce que vous pouvez améliorer votre comité éditorial? Est-ce que vous pouvez améliorer, je ne sais pas moi, la qualité de suivi que vous apportez à vos auteurs? Est-ce que vous pouvez améliorer l'accompagnement? Ou alors vous pouvez améliorer le type d'accompagnement que vous apportez à vos auteurs? Oui, il faut commencer déjà aussi par voir les choses d'une certaine façon. Et là, on commence à se dire, oui, on aura quelque chose dans le futur, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, les livres qui viendront ne seront pas comme ceux d'aujourd'hui. Évidemment, il y a Zako qui revient avec certainement, avec la montée de l'intelligence artificielle, les auteurs veulent publier sans passer par les critiques. Comment relativiser ce phénomène à des vrais auteurs? Bien. L'auteur, surtout quand il paye, moi je vais revenir sur quelque chose, le compte d'auteur. Je n'ai rien contre les éditeurs, je n'en veux pas à leur business. Je ne refuse pas qu'ils veuillent gagner de l'argent. Mais si vous voulez gagner de l'argent, faites au moins le travail pour lequel vous êtes payé. Vous parlez juste de monter, Zako, de monter de l'intelligence artificielle. Mais laissons l'intelligence artificielle où elle est, parce qu'il y a toujours un éditeur qui viendra prendre un livre. Laissons l'intelligence artificielle où elle est. Allons voir l'éditeur. Aujourd'hui, on ne rejette pas de livres. On ne rejette pas. Je crois que c'est un livre sur, j'ai envie de dire, sur 10 000 qui peut être rejeté sur le continent aujourd'hui. Parce que le compte d'auteur, l'éditeur vise l'argent de l'auteur. Oui, comme certains disent, nous avons des factures à payer, mais vos factures ne doivent pas attendre que le livre ne doivent pas faire souffrir le livre. Mais si au moins vous êtes payé, et je n'ai rien contre ça, faites au moins votre travail. Dans ces factures, quand l'auteur lui dit par exemple, voilà, vous allez donner 500 000 francs CFA pour votre livre, vous aurez 100 exemplaires. Bon, disons quelque chose comme ça. Dans les 500 000 francs CFA, le livre, on va dire la lecture, on va dire relecture 150 000. Il y a toujours un montant pour la relecture. Mais pourquoi cette relecture n'est pas faite? Il faut aussi faciliter le travail d'un critique. C'est tout à fait le critique. Tout comme l'auteur est libre dans sa créativité, le critique est libre dans son attitude. Il y a des livres que j'ouvre, j'atteins même pas la 5e page, je les refais, mais je les mets à côté. Je contacte l'auteur ou l'éditeur et je demande, essayez de faire ça. J'ai toujours cette démarche. Je contacte toujours soit l'auteur, soit l'éditeur. Et dire, OK, voilà, j'ai reçu votre livre, mais je n'arrive pas à passer le cap des 3 premières pages parce que ceci, parce que cela, je relève tel. Je le fais toujours, que ça amuse l'auteur ou l'éditeur ou pas, mais je le fais toujours. On ne peut pas réaliser la critique d'un livre. Vous savez le temps que ça prend de réaliser une critique? Bon, oui, les gens disent, oui, nous devons être lus, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lise? Chers éditeurs, quand vous recevez des livres, vous prenez de l'argent sans faire le travail de relecture, qu'est-ce que vous voulez qu'on lise? Déjà, les personnes qui ne sont pas critiques balancent le livre, le mettent à la poubelle. Imaginez ce que les critiques vont faire. Donc, commençons déjà par soigner le livre à la base. S'il le faut, quelqu'un a proposé que les éditeurs s'attachent les services d'un critique littéraire qui va observer le travail du comité éditorial.
Et si même les relecteurs pouvaient déjà être recyclés et avoir des notions de critique, je crois qu'on ferait un très grand pas. Parce qu'à reconsidérer la littérature aujourd'hui, nous avons l'impression que nous avons perdu la notion du livre. Nous ne pouvons pas répondre à la question qu'est-ce que la littérature? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Et alors, la critique littéraire, à quel moment va-t-elle se faire? Oui, le critique doit observer la liberté de créativité d'un auteur. Il doit respecter cela, mais pourvu que cela lui soit proposé. La faute n'est pas juste au critique. Et l'auteur, on va supposer qu'il a écrit dans un empressement, il a fait ceci, il a fait telle ou telle autre chose. L'éditeur qui accepte, qui se dit, OK, derrière cette écriture, il y a certainement un projet, je vais m'engager parce que ce projet, il me plaît. Voilà, je vais publier cet auteur. Vous décidez de le publier à compte d'éditeur ou à compte d'auteur ou encore au fameux compte mix, c'est comme vous voulez, mais vous décidez de le publier. Faites au moins en sorte que le lecteur reçoive un texte lisible. On ne peut pas faire la critique de ce qui est illisible. C'est une perte de temps. La critique, quand vous avez, que ce soit le cinéma ou la musique, on parle de la critique qui a célébré, la critique qui a encensé, la critique, que ce soit la restauration, peu importe, il y a la critique quelque part. Ce n'est pas que la critique n'a rien trouvé de mauvais là-bas. C'est juste que quand on va faire le pourcentage, on trouvera que cet auteur, il a quand même un certain pas en avant. Maintenant, le critique. L'autre aspect, quand on parle de célébration maintenant, quand on parle de ces grands livres, c'est l'honnêteté. Est-ce que les critiques sont tous honnêtes? Bien sûr que non. Bien sûr. Durant cette séquelle, nous avons parlé des réseaux d'influence. Ok, Jacob, je vais prendre ce commentaire de Daniela. Comment amener un auteur? Est-ce que tu peux ramener le commentaire de Daniela? Merci. Comment amener un auteur à accepter une critique constructive? Surtout s'il... Bon, je vais relire. Comment amener un auteur à accepter une critique? Surtout s'il croit fermement que ce qu'il a dit ou écrit dans son œuvre est avéré. Bah, déjà, tous les auteurs croient. Ils sont certains de ce qu'ils ont écrit. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Non, l'auteur, oui, il doit avoir foi en ce qu'il a écrit, mais il faut qu'il reste ouvert. C'est le manque d'ouverture qui crée des complications dans son esprit. Parce que l'auteur n'est pas assez ouvert. C'est ce qui crée des complications. Vous allez vous dire, regardez par exemple, vous êtes en train, vous marchez, voyez un critique, prenons, allons-y au niveau de l'habillement, prenons des choses très simples au niveau de l'habillement. Et alors, on vous colle deux critiques, vous ne savez pas qu'ils sont là. Il y a un, il vous regarde, quand vous sortez de chez vous, il va vous regarder, analyser, il va voir vos vêtements. OK, il va faire son rapport. Il va dire ce qu'il va dire. Et il y a un autre, il vous a vu tel que vous êtes là, il va vous suivre. Il va voir les endroits que vous visitez quand vous vous habillez de telle façon. Allez, et certains vont même jusqu'à grimper à un arbre pour voir quels sont les dessous que vous avez portés avec ces vêtements, pour voir s'il y a harmonie. Oui, ils iront jusqu'à chercher quels sont les dessous que vous avez avec ces vêtements-là, parce qu'ils vont se trouver incomplets s'ils s'en tiennent à ce qu'ils voient. Donc, ils vont aller chercher ce qu'ils ne voient pas. Et quand ils reviendront, ils vous diront, cette personne-ci a de la classe ou pas, parce que. Voilà ce que c'est. Alors, certaines critiques sont pareilles. Ils vont écumer votre texte, ils vont le lire, ils vont aller de fond, ils vont visiter chaque mot, chaque lettre que vous avez utilisée et reviendront avec quelque chose, Daniela. Et maintenant, quand on parlera de critique, oubliez le côté constructif ou le côté destructif, oubliez ces deux aspects. Dites-vous que c'est une critique, c'est quelque chose que je vais recevoir et qui va me permettre de voir quelles sont les zones dans lesquelles je pourrais m'améliorer et surtout comment je pourrais m'améliorer dans ces zones. C'est comme ça que la critique doit être prise. Chez KDE, nous rejetons les manuscrits, trop de fautes IA et nous vous servons une lettre de refus. Les arts doivent être respectés. Ce que je ne peux que célébrer ce type d'attitude. Je ne peux que célébrer ce type d'attitude parce que c'est le modèle à suivre par tous les éditeurs. Là où ça ne va pas, ne prenez pas. Vous avez ces
ces éditeurs qui prennent le livre et vous encensent, ils n'ont même pas encore tenu ils n'ont pas encore ouvert votre manuscrit. Rien que le titre, ils vous disent, ah non, mais ça c'est, on dirait que c'est quelque chose de vraiment de super, de magnifique. Donc voilà, nous aurons une belle aventure ensemble et tout le reste, non, mais ça c'est absolument remarquable et tout. Et voilà, vous avez déposé votre manuscrit le lundi. On vous appelle lundi matin, on vous appelle lundi soir pour vous dire qu'il est monté. Mardi très tôt le matin, vous recevez votre BAT. Mardi à midi, vous êtes, c'est déjà, vous allez donner votre accord sans lire. Mardi soir, vous serez imprimé. Mardi soir, vous serez, votre livre sera imprimé. Et mercredi, vous voilà la dédicace. 3 jours. Et voilà, vous êtes déjà à votre dédicace. Non, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de quelque chose de cette nature? Je vais faire une petite parenthèse qui ne rentre pas dans ceci. Mes chers amis éditeurs, ne montez plus les manuscrits sans les avoir relus. L'un des grands soucis qu'on a aujourd'hui sur le continent, et je l'ai relevé avec plusieurs éditeurs de divers pays. Vous recevez un manuscrit, vous le montez déjà tel qu'il est et vous dites que vous allez intégrer les fautes. Vous allez commencer à intégrer les fautes après relecture. De grâce, laissez le cours se faire et monter le document déjà prêt à être imprimé. Déjà monter le document prêt à être servi comme BAT. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est toute autre chose. Donc, c'est juste une petite parenthèse, je ne vais pas aller plus loin que ça. Donc, l'observation est propre à chaque personne en fonction des objectifs attendus. Naturellement, peu importe, quand on parle de critique littéraire, et ceux qui parlent de méthode académique et autres choses, là, cela ne signifie pas que vous allez tous écrire la même chose. Le critique a sa propre sensibilité, peu importe la théorie qu'il a reçue, peu importe si c'est un critique qui vient de l'école, peu importe la théorie qu'il a reçue, il a sa propre sensibilité. Il a des choses qu'il recherche. Mais d'abord, avant d'arriver aux choses qu'il recherche, il va faire un diagnostic. Il va établir ce que le livre représente. Même si vous avez eu le meilleur des profs, même si vous avez la meilleure des méthodes, votre niveau d'écriture, votre niveau en tant que critique ne sera pas au sommet si vous-même, vous ne vous investissez pas dans la créativité. Avoir une méthode, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que vous avez écrit selon une méthode que vous êtes critique littéraire. C'est pas parce que vous sortez de l'université, vous êtes diplômé, vous avez une méthode, comment vous appelez critique littéraire. Vous pouvez avoir une méthode, mais ce que vous servez est vide. Vous pouvez avoir toute la méthode qu'il faut. Vous avez tous les points par lesquels il faut passer. Vous avez votre méthodologie, mais elle reste vide et vous n'êtes pas critique littéraire. Il y a le mot littéraire qui est là et vous devez être à la hauteur de la littérature. Est-ce que vous êtes investi d'un esprit littéraire? Le tout n'est pas juste d'aller et d'essayer de dire que non, ben moi j'ai travaillé selon la méthode qu'on m'a donnée, j'ai fait ceci, là j'ai fait de la psychocritique, là j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, ça ne signifie rien si ce que vous écrivez n'est pas à la hauteur de ce que l'auteur a proposé. Oui, Nolwenn, c'est exactement ce qui se passe. En 3 jours net, vous êtes déjà à la dédicace. Donc ça c'est, oui, ça c'est exactement ce qui se passe et c'est terrible. Terrible, c'est le mot qui sied à ce type de choses. Parce qu'on va dire que la critique fait un mauvais travail, on va dire ceci, que la critique refuse même de lire. Mais qu'est-ce qui est proposé? Qu'est-ce qui est proposé sur le marché? Donc, il faut que la critique ait des livres qui soient lisibles. Il faut déjà que ces livres soient lisibles. Alors, on parlait de l'honnêteté des critiques littéraires. Est-ce que les critiques littéraires sont... J'ai répondu tout le gros non, ils ne sont pas tous honnêtes. Parce que il y a des cercles d'influence. Il y a des gens qui recherchent un certain nombre de choses. Je ne dévoile rien, je ne révèle rien si je vous dis que beaucoup de livres primés ne méritaient même pas d'être dans une shortlist. Et ça, je ne dévoile rien. Mais tout est fonction maintenant de l'intention de son réseau, du réseau qui encadre ce livre. Ils vont prendre leurs gens suffisamment capés pour faire avaler la mauvaise pilule à tout le monde. Et ceux-là vont dire, OK, non, mais ce livre est ceci, ce livre est cela. Moi, j'ai eu à rencontrer une de ces personnes et je lui ai demandé directement, ce livre,
je ne l'enverrai même pas. Il ne sortirait même pas déjà de chez l'éditeur. Il est tellement bourré de fautes et d'inconsistances qu'il n'irait même pas chez un imprimeur. Alors, comment vous avez fait pour que ce livre-ci arrive vous-même déjà? Est-ce que vous pourriez lire un tel livre? Oh, mais non, petit frère, bah, ce qui se passe là, c'est que tu ne comprends pas les enjeux. Oui, bien sûr, je ne comprends pas les enjeux. Naturellement, je ne comprends que la littérature, je ne comprends pas les enjeux. Si ces enjeux ne sont pas des enjeux de la littérature, pourquoi les comprendre? Pourquoi les comprendre? Il n'y a pas à les comprendre. Des livres que je ne peux pas présenter à mes enfants, parce qu'ils trouveront des choses qui sont contraires à la grammaire élémentaire qu'on leur enseigne à l'école. Alors, pourquoi je prendrais un livre pareil sous le prétexte que c'est un combat, sous le prétexte que c'est un message pertinent? Non, mais ce n'est pas un livre. Ce n'est pas encore un livre. Donc, la critique littéraire doit faire preuve d'honnêteté pour pouvoir être. Pas juste se dire, beaucoup on va encenser les amis, on va détruire les ennemis ou bien ceux qu'on ne veut pas voir. On les détruit même avant même qu'ils ne sortent. Non. Oui, Madame Mélie, que j'appelle Montréal, Madrid de la critique littéraire, parce que toi, c'est tout un spectacle hein, quand tu vas faire quelque chose concernant la critique. Oui, il faut de la passion et de la sensibilité. La démarche scientifique, la méthode, et présenter tous les mots, tous les adjectifs à 8 syllabes que vous voulez coller à ce que vous allez proposer. Tant qu'il n'y a ni passion ni sensibilité dans votre critique, ce n'est pas de la critique. Il y a un mot que j'ai créé il y a peut-être 20 ans comme ça, avec qui était venu à l'esprit. J'ai appelé ça, vous allez se faire un parotisme. Bon, parotisme parce que vous ne voulez pas dire perroquetage ou autre chose. Bon, parrot, c'est le perroquet. Donc, vous allez se faire du parotisme à répéter ce qui est arrivé. À chaque livre, vous répétez la même méthode. À chaque livre, vous répétez le même truc. À chaque livre. Et finalement, quand on lit, on va dire, oh, ben oui, ça c'est perché coloré sur un arbre. Donc, il faut véritablement cette sensibilité. Parce qu'il y a votre position de lecteur. Est-ce que vous êtes un lecteur? Est-ce que vous êtes suffisamment lecteur pour prétendre à la critique littéraire? Donc, cette honnêteté-là, et justement, elle va regarder votre sensibilité. Vous avez dit, je veux un livre de qualité. Mais si un projet, je le dis toujours, l'argent n'est pas la chose la plus importante. Si un projet ne rentre pas dans ce que vous espérez, peu importe ce qu'on vous donne, ne le prenez pas en disant je suis muselé, je ne peux rien. Vous voyez que je ne peux abandonner ce projet. Vous en trouverez un autre. Laissez tomber tout ce qu'on vous donnera là-bas. Oubliez-le. Si vous êtes compétent, vous trouvez. Parce que ceux qui vous ont appelé pour pervertir votre honnêteté, pour travestir votre honnêteté, s'ils vous ont appelé, c'est parce qu'ils ont vu votre compétence. Et s'ils ont vu votre compétence, quelqu'un d'autre de sérieux la verra. Quelqu'un de sérieux la verra, lui aussi. Donc, ne vous dites pas, oh, c'est un supermarché, ah, si je n'ai pas ça, je vais encore avoir quoi. Non, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de futur. C'est une question de crédibilité. Est-ce qu'on restera toujours avec ces mêmes piètres livres qui sont célébrés à la face et démolis dans le dos? Est-ce que c'est toujours ça qu'on aura? Non. On laisse tomber. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'éthique. C'est une question de soi. C'est une question de futur. Est-ce qu'on a un futur? Au final, peut-on dire que la critique littéraire est subjective? Pas du tout. La critique littéraire, c'est la critique littéraire, Amina. Je refuse même qu'elle soit qualifiée. Qu'on dise que non, la critique est objective. Oui, la critique est objective. Est-ce qu'on peut parler de critique objective? Non. La critique est-elle objective? Oui. Mais est-ce qu'on parle de critique objective? Je dis non. Parce que ce n'est pas l'objectivité. Le but de la critique, c'est la critique. Elle n'a pas à être objective. Elle n'a pas à se dire, bon, elle n'a pas à être qualifiée d'objective ou de subjective. On ne doit pas lui attribuer ce type de choses. La critique, c'est la critique tout simplement. C'est la critique littéraire. Bon, imaginez, quand vous faites vos études, est-ce qu'on vous enseigne critique objective, critique subjective, critique évolutive, critique ceci, critique cela? Non, c'est la critique littéraire. Toutes ces sous-branches-là, vous les oubliez. La critique, c'est la critique. Le reste, ce n'est pas de la critique. Beaucoup de choses qui sont présentées là, à la face du monde. Vous allez voir des livres qui sont pleinement sensés. Et parfois maintenant, tout est à la tête
du critique. Avant sa mort, déjà, non, laissons là où il est déjà. Houellebecq, l'écrivain français, vous connaissez certainement. Alors, Houellebecq, il est très célébré, il est ceci, il est ça. Houellebecq, son écriture est paresseuse. Ça, je l'ai lu quelque part. Alors, quand c'est Dormesson qui le dit, bah, on va y trouver de l'intérêt. On va dire, ah oui, bah, c'est Dormesson, bah, quand même, c'est lui. Si c'est quelqu'un d'autre qui va le dire, on va dire, mais lui, qu'est-ce qu'il en sait? Je connais cette attitude parce que j'ai reçu très récemment de certains amis d'Afrique de l'Ouest un texte de critique. On m'a dit, OK, voilà, voici un livre. Est-ce que tu peux nous dire comme ça ce que ce livre représente? Alors, je le fais. Je dis, c'est ceci, c'est tel autre chose. Bon, voilà, après l'avoir lu, j'ai observé tel, ceci. Et dit, ah, OK, d'accord, donc cet étudiant, il avait raison. Et je demande quel étudiant. Il dit que non, il y a un étudiant qui le leur a dit, mais ils ont trouvé qu'il n'était pas assez crédible, qu'il n'était pas encore prêt. Et quand je le leur dis, ils disent, OK, oui, non, c'est vrai, donc ça veut dire que cet étudiant, il a raison. Non, ce n'est pas la tête de la personne. Ce n'est pas à la tête de la personne. Est-ce que ce qui est proposé est pertinent? Est-ce que ce qui est proposé par le Christ, oubliez son âge, oubliez son niveau académique, oubliez même son niveau tout court. Est-ce que ce qu'il vous propose de tel livre est pertinent? Est-ce que les arguments pour soutenir son regard sont présents? Si ces arguments sont présents, mais pourquoi contester? Seulement parce qu'il n'en aurait pas l'âge, il n'en aurait pas la classe, il n'en aurait pas le rang? Non. Et bien trop souvent, ceux qui ont le rang, ils se trompent parce qu'ils savent qu'ils ont le rang. Alors, ils peuvent dire n'importe quoi. Évidemment, c'est ce qui se passe avec beaucoup de livres primés que nous avons qui n'ont pas du tout leur place en littérature, mais que certaines personnes avec un certain rang vont placer là et on va tous accepter. Pour faire la critique d'un livre, dit Jean-Pierre Noël Batum, il faut comprendre l'esprit de l'écrivain, son écriture. Il ne suffit pas, à mon sens, d'appliquer la méthode de lecture d'un roman, d'un poème pour critiquer ce roman, ce poème. Chaque écrivain a une sensibilité particulière. Et évidemment, c'est ce qu'on se dit, c'est sensibilité pour sensibilité. Sensibilité du critique ou du lecteur, sensibilité de l'auteur. À la différence d'un simple lecteur, il n'a pas besoin de rejoindre la sensibilité de l'auteur. Lui, il lit et il n'y a que sa sensibilité qui compte. Le critique doit rejoindre la sensibilité de l'auteur. S'il ne rejoint pas la sensibilité de l'auteur, il n'intègre pas suffisamment l'écriture. Le lecteur ordinaire n'a pas besoin d'intégrer suffisamment l'écriture. Lui, il a une histoire qui lui parle. Il se dit, OK, cette histoire, si elle me parle, et ben voilà, moi j'achète. Le critique, lui, il va intégrer la sensibilité de l'auteur parce qu'elle compte à plus de 90% dans ce qu'il fait, la sensibilité de l'auteur. Donc, il va intégrer la sensibilité de cet auteur-là. D'où maintenant l'autre point que nous allons aborder, le contexte. Le contexte, il est autant important pour l'écrivain que pour le lecteur. Autant important pour l'écrivain que le lecteur. Pardon. Parce que si on ne tient pas compte du contexte, on s'égare et on égare tout. Le contexte, il a toute sa valeur. Justement, et ce commentaire de Jean-Pierre Noël Batum va rejoindre, soutient exactement ce que je dis quand je parle du contexte. La critique littéraire devrait non pas tant louer l'auteur que faciliter la compréhension de son œuvre et, par ricochet, aider l'auteur à prendre confiance et grandir dans la créativité. Ça, c'est quand on a compris le contexte de l'auteur. Par le contexte de l'auteur, je ne parle pas de son contexte à lui en tant que plume. Je parle du contexte dans lequel se déploient ces personnages, dans lequel sa trame va se déployer, sa trame, sa poésie, son drame vont se déployer. C'est là voilà ce qu'il faut atteindre, le contexte. Est-ce qu'on a suffisamment observé le contexte? Si je prends des livres, par exemple, je vais prendre quel livre là, par exemple. Bon, disons que je prenne, vu que j'ai ça devant, j'ai les deux livres devant moi, je prends Réalité épineuse de Amina Dam et Des silences et des murmures de Maëva Gaudieu. Je prends les deux livres et je veux me dire, et j'en oublie le contexte, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une critique identique des deux livres. Mais chacun de ces livres a son contexte.
Chacun de ces livres a des personnages qui évoluent dans quelque chose de bien spécifique. Si vous n'en tenez pas compte, vous vous perdez en ce qui concerne l'analyse. Vous ne serez même pas capable d'analyser parce que ces personnages n'évoluent pas dans le vent. Très souvent, vous avez l'impression en lisant certaines critiques ou bien en lisant certains retours de lecture, je préfère les appeler ainsi, en lisant certains retours de lecture, que les personnages se tenaient dans le vent. Vous avez cette impression qu'ils ont évolué dans le vent. Ils n'avaient aucun endroit dans lequel ils restaient parce qu'en fait, on a oublié le contexte dans lequel ils évoluaient. Et c'est pourquoi c'est très facile de tomber dans le piège, d'aller les comparer à d'autres textes. En disant que l'autre, quand celui-là écrivait, quand il écrivait la misère, voici ce qu'il a proposé. Mais il a écrit la misère dans quel contexte? Dans quel contexte, quand on parle de misère, on pense toujours aux misérables. Dans quel contexte Victor Hugo a-t-il écrit la misère des misérables? Dans quel contexte évolue-t-il? Prendra-t-on cela avec le regard de Victor Hugo? Vous venez dire d'un autre auteur qui ne sait pas écrire la misère? C'est ce qui arrive très souvent. Quand les critiques n'ont pas compris le contexte, ils vont dire que les auteurs ont été insuffisants, ont été inconsistants à certains endroits. Il faut pouvoir intégrer le contexte pour réussir à analyser. Parfois, les critiques littéraires sont considérées comme la haine contre l'auteur. Fort de constater que si tu n'es pas écrivain au sens auteur d'un livre, force de constater oui, que si tu n'es pas écrivain au sens auteur d'un livre. Bon, j'ai l'impression que c'est incomplet, mais bon, je vois ce que ça veut dire. Bien. La haine contre l'auteur, bah, souvent, il y a des critiques qui sont maladroits. Il y a des critiques littéraires qui sont maladroits. D'où maintenant, je parlais de créativité même dans la critique. Vous savez, quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, vous voulez dire quelque chose de pénible, vous n'y allez pas comme ça, je veux dire, le fer de lance pointé. Non, vous y allez autrement. Vous allez faire preuve déjà de maturité. Est-ce que votre regard, est-ce que votre expression est suffisamment mature pour prétendre à la critique littéraire? On parle de beaucoup de choses et parfois on oublie l'expression. Est-ce que vous êtes suffisamment prêt, est-ce que vous êtes suffisamment mûr dans votre expression pour être critique littéraire? C'est pas juste j'ai une vérité à dire. Le critique littéraire n'a aucune vérité à dire. Aucune vérité. Parce que rien ne dit. Ce qu'il dit, c'est pas de la vérité, c'est son regard. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il partage quelque chose avec l'auteur. Donc, vous ne venez pas vers l'auteur en disant non, moi j'ai une vérité à te dire, bon, je te dis voici. Non, c'est pas ça, c'est pas le quartier, c'est pas le petit coin là autour de où on va se raconter n'importe quoi. Le critique littéraire doit avoir un discours qui démontre qu'il est suffisamment passionné, qu'il a compris. Il doit être ainsi. S'il ne l'est pas, tout ce qu'il va faire va virer à l'échec. Ce n'est pas parce que vous avez dit à quelqu'un quelque chose qu'il trouve juste, qu'il trouve vrai, je veux dire, que vous avez été juste que vous avez été juste. Donc, il faut pouvoir être juste. Être vrai. Il veut dire, ce n'est pas tant ce qu'on attend. Je veux dire, dis la vérité, pas être vrai, dis la vérité. C'est pas tant, mais être vrai. Oui, être vrai, on l'attend de vous. Et il faut être juste. Il faut être juste, il faut avoir ce discours là capable de faire progresser la littérature, de promouvoir le livre. Pour ceux qui aiment comparer, j'aime bien ceux qui aiment comparer parce qu'ils trouvent toujours. Merci d'accord. Donc, ils trouvent toujours qu'ailleurs, c'est mieux. C'est vrai qu'ils sont rares, ceux qui comparent. Surtout s'il veut comparer un livre d'Afrique et un livre d'ailleurs, en se disant que le livre d'Afrique, il est bien mieux présenté. On trouvera toujours que venu d'ailleurs, c'est mieux. Aussi, je veux dire, c'est un héritage hein, qu'on a eu, parce qu'il a fallu attendre que les gens soient publiés ailleurs, des auteurs qui vous disent tant que moi, je n'ai pas le Goncourt, tant que je ne suis pas publié chez Gallimard, je ne veux pas me considérer comme écrivain, tant que ceci, tant que cela. Oui, mais à qui la faute? À nous, bien sûr, à nous, c'est à nous cette faute-là. Qu'est-ce que nous faisons pour notre littérature? Nous préférons penser
qu'ailleurs, ça se fait mieux. Mais ailleurs, quels sont les moyens qui sont mis? Est-ce que nous n'avons pas les mêmes moyens? Est-ce que nous n'avons même pas plus de moyens? Ben, les mêmes moyens, ça suffit. Les mêmes moyens, c'est un peu. Est-ce que nous n'avons pas plus de moyens pour que notre littérature évolue? Bien sûr que nous les avons, ces moyens. Mais pourquoi elle n'évolue pas? Pourquoi on préfère l'ailleurs? Et surtout la critique venant d'ailleurs. On va se dire, ah oui, non, mais si c'est tel grand auteur qui va le dire, ok, d'accord, oui, c'est vrai, il a raison. Même s'il n'a pas lu, même s'il n'a lu qu'une demi-page. Ah non, son avis sera toujours le mieux, sera toujours meilleur que le nôtre. Y a-t-il une œuvre littéraire parfaite face à une critique littéraire? Demande Ahmed Ben Aboubakri Souma. Ah, ça, c'est très intéressant. Parce que rien, absolument rien, ne sera jamais parfait face à rien. L'auteur même ne se présente pas de façon parfaite face à son écriture. L'écriture ne se présente pas de façon parfaite face à l'édition. L'édition ne propose pas de façon parfaite quelque chose à la critique. Et le critique n'a pas le regard parfait non plus. Donc, dans cette chaîne-là, mon cher Ahmed, la perfection n'existe pas. Chacun va tendre vers une certaine excellence. On va tendre vers une certaine excellence, mais la perfection, ce n'est même pas la peine. Oui, la perfection, c'est exactement comme l'horizon. C'est comme l'horizon. Plus vous vous rapprochez, plus ça recule. Vous faites un pas en avant, ça fait un pas en arrière. Seulement, ce que l'on ne remarque pas souvent, c'est que ce pas en avant qu'on marque nous rapproche de quelque chose. On ne touchera jamais l'horizon. On ne sera jamais debout à l'horizon. Jamais on sera debout à l'horizon. Donc, la perfection, ça fonctionne ainsi. Si même déjà une œuvre littéraire pouvait être parfaite, je veux dire la critique ne servirait plus à rien. Ça ne sert à rien de dire que quelque chose est parfait. Je veux dire, vous n'avez rien dit du tout. Absolument rien. Moi, si vous me dites, par exemple, qu'il y a un livre parfait, je vais m'asseoir, je vais vous dire, ok, d'accord, c'est lequel? Là, j'aimerais le lire. S'il a 10 000 pages, je vais lui consacrer ma vie. Donc, je vais le lire rien que lui et aller moi-même à la quête de cette perfection. Même l'un des livres qu'on dit autant vendu, sinon plus vendu que la Bible, L'Alchimiste de Paulo Coelho n'est pas un livre parfait. Même L'Alchimiste de Paulo Coelho n'est pas parfait. Donc, on va dire ce qu'on va dire sur plusieurs choses. Parfois, on rejette certaines critiques par frustration, en se disant c'est parce que c'est entre eux que ça se passe ainsi. Mais quand on a l'honnêteté de lire, on réalise que certains livres sont quand même d'un certain niveau. Parfait, non, ça se sera jamais là. Oui, les critiques sont parfois considérés comme des juges littéraires. Oui, Hermine, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont perçus. Parce qu'avec le temps, il se disait que, dans le temps, même, il se disait qu'un critique arrive quelque part pour que tout le monde se mette à trembler. C'était ça. Et ce regard n'a presque jamais changé. On se dit, c'est le juge et bourreau. Ben, c'est le mec qui va te condamner, c'est le même qui va te trancher. Donc, c'est ça qu'on se dit. C'est le juge et bourreau. Et on ne verra pas autre chose. Le même regard est aujourd'hui. Vous avez beau essayer d'être le plus doux, le plus naturel, le plus ceci possible. Même moi, quand les gens m'envoient leurs livres, ils veulent seulement mon appréciation, ils redoutent. Donc, le moment où je dis, par exemple, sur WhatsApp, quand je dis bonjour, alors la personne me dit, donc, attends, donc, la personne peut peut-être 10-15 minutes avant de répondre, et elle me dit, bon, attends, je prends d'abord le temps de respirer parce que, bon, là, je sens que je vais subir quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours regardé le critique ainsi. On l'a toujours regardé et il a lui-même aimé se présenter ainsi. Il a lui-même aimé se présenter ainsi. Il y a aussi cette frustration de certains lecteurs qui va les pousser vers ce qu'ils vont appeler critique et revenir maintenant, je veux dire, démolir des gens à gauche et à droite. Et ce n'est pas de la critique. Ce que l'on réalise par frustration, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça ne le fera jamais, comme on dit tout simplement. Oui, le retour de critique fait trembler. Amina, oui, peut-être. Mais je veux dire, si tu as écrit ton livre, Amina, quand tu as écrit ton livre, tu sais que tu l'as écrit, tu sais que tu as donné ce que tu avais à donner, tu n'as pas peur de la critique. Si tu sais toi-même
que tu l'as bâclé. Comme on dit toujours, chez nous, on dit couramment, c'est le cœur du voleur qui tremble, c'est le cœur du bandit qui tremble. Si tu es en train de marcher dans la rue, tu entends une sirène de police, bah pourquoi tu vas se sauter? Pourquoi tu vas chercher à te cacher? Si tu entends une sirène de police, bah, tu continues tout doucement. Il n'y a pas, bah, qu'est-ce que tu te reproches là directement? Bon, peut-être tu peux songer, après, voilà, mon frère dormait, j'ai piqué un billet de 1000 francs, des trucs comme ça. Oui, mais c'est pas pour ça que la police met des sirènes partout. Tu vas continuer tout tranquillement. Oui, on a toujours un petit truc qu'on se reproche quelque part. Mais celui qui va entendre la sirène de la police, il va se raidir, il va transpirer, il va suer. Ah non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait très bien qu'il a fait quelque chose de pas cool. Donc, la critique, face à la critique, on est aussi pareil. Si tu as écrit un livre, si tu as donné ce que tu avais à donner, et tu sais que tu as donné ce que tu avais à donner, la critique ne te fait pas peur, parce qu'elle ne te dira que ce que tu n'as pas réussi à donner. Et c'est ce que tu n'as pas réussi à donner que tu vas aller prendre. Et là, je parle vraiment de cette critique-là qui est réalisée par des critiques littéraires, pas une critique qui est réalisée par quelqu'un qui cherche comment se venger ou je ne sais quoi d'autre, mais une critique réalisée par des critiques littéraires ou bien un retour de lecture proposé par un critique littéraire n'a pas fait peur à un auteur. D'accord, j'ai eu la chance, durant mon parcours universitaire, en lettres, de porter une analyse critique des œuvres littéraires d'un auteur américain, Nathaniel Hawthorne. C'est là que j'ai compris qu'il s'agissait d'une immersion dans le monde de l'auteur, son époque et son environnement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Dako. Je suis tout à fait d'accord. Parce que déjà, il y a que certaines écritures, ça va paraître un peu bizarre de le dire, après tout ce qu'on a dit, certaines écritures te permettent de plus intégrer l'activité littéraire que d'autres. Certaines écritures, quand on les rejoint, c'est après avoir eu un certain parcours, déjà avec des lectures plus dynamiques, plus actives, plus ceci. Et quand on se met à comprendre certains contextes, il y a des contextes qu'on ne comprend pas directement. Il faut qu'on fasse certains détours pour les comprendre. Moi, par exemple, ce qui m'a poussé dans certaines profondeurs, c'était, je crois, les loups et le monde des oliviers. Ça, c'est de Vigny. Petit, je ne comprenais rien. J'avais rien compris à ce qu'il écrivait. Et je m'en étais voulu. J'ai lu Le monde des oliviers parce que c'était le loup, c'était à la maison. Je devais avoir entre 10 et 12 ans. J'avais rien compris et je m'en étais voulu de ne pas avoir compris quoi que ce soit là-dedans. Et je me suis demandé, mais comment peut-on écrire et que l'on ne comprenne pas? Comment quelqu'un peut-il écrire et que l'autre ne comprenne pas? Pour moi, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible du tout. Donc, je me suis dit, je vais essayer de comprendre ce que l'on dit. Et j'ai grandi en fouillant, en écumant, en creusant, parce que je me suis dit, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. Et plus vous cherchez à comprendre un texte difficile, plus vous élevez votre esprit vers la littérature et mieux vous commencez à lire les autres. Si vous lisez Cahiers d'un retour au pays natal, en oubliant le lexique, je précise, en oubliant le lexique, en oubliant la partie lexique, vous lisez seulement ce qu'il y a là, vous reprenez la lecture, vous vous dites, je vais essayer de comprendre ce livre sans tout ce qu'on dit derrière, sans tout ce que les gens racontent, sans tout ce qu'on a proposé comme explication. Je vais essayer de lire. Croyez-moi sur les paroles, certains livres ne vous échapperont pas. Vous aurez tellement poussé loin, vous aurez tellement repoussé les limites de votre pensée, les limites de votre potentiel, vous les aurez tellement repoussés que certains livres vous paraîtront des walk in the park, des balades dans une plaine, dans un parc. Ça vous paraît juste une simple balade. Donc, travaillez à lire. Quoi que l'on ne se dise pas simplement, bon, moi, je ne peux pas lire les Blancs, moi, je préfère lire chez nous, je suis panafricaniste. Non, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, je suis panafricaniste quand on doit ouvrir son esprit. Si certains livres peuvent vous aider à construire un esprit littéraire, vous, en tant que critique, oubliez. Ça ne tuera pas votre panafricanisme que de lire, peut-être, moi, je ne sais pas moi, Les Fleurs du Mal. Ça ne tuera pas votre panafricanisme. Mais vous avez besoin d'exercer votre matière grise. Vous avez besoin de plonger. Allez lire Senghor, allez lire Césaire. Essayez de mieux comprendre Birago Diop. Essayez de voir, vous verrez. Aujourd'hui, ils sont nombreux à proposer des choses. Et des choses qui ne sont pas moins difficiles à lire. Des écritures qui vont vous paraître ouvertes.
Mais vous allez vous asseoir et réaliser que vous êtes en train de travailler, que votre esprit est en train d'évoluer. Ne survolez pas les livres. Bien. La critique littéraire ne doit jamais faire peur, propose Loïs Larraine, la directrice des éditions Tila Africa. C'est grâce à elle que l'auteur se perfectionne. Un auteur qui refuse la critique refuse simplement l'évolution de sa plume. Je veux dire, je vais se dire Amen. Parce que c'est, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement cela. Refuser la critique, c'est refuser, c'est proprement refuser l'évolution de sa plume. Il faut pouvoir se dire, j'ai écrit et devant moi, il y a un lecteur. Vous n'allez pas faire le tour de la planète pour aller rencontrer chaque lecteur. Même si vous ne vendez que 10 livres, vous n'allez pas aller rencontrer les 10 lecteurs en disant non, bon, tu as lu mon livre, attends, je t'explique un peu. Voici ce que j'ai écrit, voici comment je voulais. Non, et vous n'allez pas faire le tour, vous n'allez pas faire du porte-à-porte pour essayer de voir ce que l'on a pensé de votre livre. Donc, c'est cela. Je parlais de type d'analyse et justement cette réaction de Daco rentre avec le dernier point que je voulais aborder, que je vais aborder ce soir, les types d'analyse, les types de lecture. Déjà, je n'ai pas envie de parler de type de critique. Parce que critique, là, on est déjà pour l'analyse, l'analyse en fait partie et tout. Donc, je vais plutôt parler du type d'analyse. Donc, Daco nous dit, doit-on considérer les retours des lecteurs comme des critiques littéraires? Le lecteur a-t-il un droit de porter des critiques littéraires? Nous constatons que beaucoup de lecteurs se concentrent sur la lecture et restent dans l'ombre à apporter des retours. Donc, je veux dire, est-ce que ce que les lecteurs proposent est construit? Je ne parle pas de constructif. En soi, est-ce que c'est construit? Est-ce qu'ils ont des arguments? Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont pu relever les divers aspects? Est-ce qu'ils ont fait le tour du livre? Maintenant, ça peut être considéré comme des parties d'une critique littéraire. Ça peut être considéré comme des bouts d'une critique littéraire. Pas une critique littéraire en elle-même. Parce que quelqu'un qui vous dit, par exemple, que bon, tiens, moi j'ai lu ta poésie, bah, elle est vide, il n'y a pas d'émotion. Bah, il ne vous a rien dit. Il ne vous a rien dit du tout. Quelqu'un qui vous dit, ah non, mais ton texte là, il est fameux, oh mon Dieu, il est super, tu es parfait. Il ne vous a rien dit du tout. Celui qui vous le dit n'a rien dit. Quelqu'un m'a même un jour dit, je m'appelle, je venais de créer, pas je venais de créer, non, je venais de publier The Last Ghost. Ça, je l'ai écrit en anglais. Et il y a, à la dédicace, il y a un ami qui vient me dit, ah non, mais au moins, tu as réussi à écrire plus de 100 pages. Je dis, bah, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Que l'on me dise que j'ai écrit plus de 100 pages. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je comprends ce qu'il veut dire par là. Mais ça n'apporte rien à la littérature. Ça n'apporte rien à un auteur. Quand vient dire à un auteur, oh non, mais ton texte là, oh, vraiment, je te jure que finalement, c'est toi, tu me rappelles Victor Hugo, tu me rappelles Lamartine, quand tu sa poésie, oh non, mais tu me rappelles tel. Non, mais ça ne veut rien dire. C'est ça, c'est pas de la critique. Bon, il y a des gens qui ont leur appréciation, leur avis, vont vous donner des choses, mais est-ce qu'ils ont construit leur retour? Est-ce qu'ils ont construit leur retour? Si les retours là ne sont pas construits, ce n'est pas de la critique. La critique est construite. Elle est construite, c'est un travail qui demande qu'on s'asseye, qu'on le pratique, qu'on écrive, que l'on développe, que l'on argumente, qu'on retourne lire. Parce que très souvent, on a très peu lu. Très souvent, on a très peu lu. Et on va donner... Parfois, on n'a même pas lu du tout. Vient de paraître. Oh non, je vous annonce la sortie de mon nouveau bébé. Alors, vous avez tout votre Facebook qui rapplique. Et bon, avec des jeunes amis, Emmanuel et Oscar, on les a appelés des avis SMS. Splendide, magnifique, super. Donc, on les appelait des avis SMS. Splendide, magnifique, super. Non, mais honnêtement, c'est pas de la critique. C'est pas de la critique. Waouh! C'est pas de la critique. Il faut lire. Il faut lire. Intégrer le livre. Et si on veut passer au niveau de la critique, être sûr d'avoir été au niveau de l'écriture. Être vraiment sûr d'avoir été au niveau de l'écriture. C'est ça qui permet d'avoir un développement consistant
et crédible. Il faut de nouveaux critiques. Espérons que ces lecteurs et lectrices suivent l'atelier et décident d'essayer de critiquer. Oui, Natacha. Père Batoum, dans son poème Fleuve, Révolution, il dit à répétition, il nous faut une révolution. Oui, il faut cela. Parce que ces autres analyses, ces autres types d'analyses, quelqu'un parlait des blogueurs tout à l'heure, on a parlé des blogueurs, on a parlé des journalistes. C'est une autre. Bon, il y a un mot qui a failli arriver là, bon, vous voyez, il est passé. Mais c'est une autre insuffisance dans l'appréciation. Vous envoyez votre livre à un journaliste qui se dit journaliste littéraire et il vous demande le synopsis. Il vous demande le résumé. Vous, bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on fera encore? Vous lui envoyez votre livre et le gars vous demande un résumé. Qu'est-ce que... Bah, finalement, vous lui donnez le livre. Pourquoi il veut le livre? Juste pour sa collection personnelle et une collection qu'il ne va jamais explorer. Parce qu'il vous demande le résumé de votre livre. C'est quand même assez particulier, ce que nous avons avec certains journalistes. Donc, je veux dire, oui, il y a ces formes d'analyse qui vont arriver, mais il faudrait que ces personnes lisent. Si ces personnes ne lisent pas, ça ne sert à rien. Il faut véritablement lire. Il faut se libérer de tout. Quand on a un livre devant soi, quand j'ai un livre devant moi, je vide toutes mes lectures. Je me libère de tout ce que j'ai eu avant ce livre-là. Plus aucune lecture ne compte. Il n'y a que ce livre qui compte. Il n'y a que cet auteur, il n'y a que le potentiel que j'ai devant moi qui compte. Parce que ce potentiel qui se tient devant moi va m'enseigner quelque chose que je ne sais pas encore. Qu'on dise que c'est un novice, que c'est un expérimenté, peu importe. Si le potentiel qui est là, je ne le respecte pas, je n'apprendrai rien. Le livre est muet face à toutes les personnes qui ont trop de lumière. Si vous n'avez trop de lumière, le livre ne s'ouvre pas. Vous allez tourner des pages d'un livre qui ne s'est pas ouvert. Venez avec votre ignorance. Venez avec votre petitesse. Venez avec vos insuffisances et le livre va vous combler. Le livre que vous avez devant vous, c'est lui qui vous enseignera certaines choses. Et parce qu'il vous enseignera, vous apprendrez vous aussi comment le tenir. Et c'est ainsi que vous pouvez dire à son auteur, à tel endroit, j'ai vu ceci, parce que vous avez été marqué de cette façon à ceci et à un autre, ça a chuté. Et vous dites, OK, et après, juste la seconde d'après, ça remonte très bien. Mais et l'endroit où il y a eu cette faille ne devrait pas exister dans le développement qui est fait. Ça ne devrait pas exister. Alors, vous pourrez dire à un auteur, je lisais ton livre, on se retrouvait sur une certaine pente, mais curieusement, à un certain moment, il y a une chute qui ne se justifie pas dans ton écriture. Essaye de regarder un peu mieux à tel ou à tel endroit, parce que juste après, on est en train de remonter. Donc, essaye un peu de voir ce que tu voulais proposer ici. Et c'est là que l'auteur dit, ah oui, justement, non, à tel endroit, j'avoue que je ne savais plus trop quoi faire. Donc, je ne sais pas trop comment faire. J'ai marqué une pause, je suis allé faire telle chose, je suis revenu et j'ai continué. Alors, on a observé cette chute à cet endroit-là. Mais pour cela, vous devez prendre la peine de lire. Pour cela, vous devez lire. Et lire, c'est vraiment rester uniquement avec le texte que vous avez devant vous. Si vous avez autre chose en tête, bon, je vais le prendre. Celui-là, bien justement, c'est Réalité épineuse de notre amie Amina. Si je suis en train de lire Réalité épineuse et j'ai à l'esprit des silences et des murmures de Maëva Gueveux, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de lire ce livre. En fait, ce livre ne s'est jamais ouvert. Je ne fais que tourner ces pages. Je vais tourner des pages d'un livre qui ne se sera pas ouvert parce que je le lis en me disant, bah, il y a quelqu'un là qui fait très fort. Et tout le reste, est-ce que cette personne est à la hauteur? Aucun auteur n'a à être à la hauteur d'un autre. Aucun. Chaque auteur doit plutôt être à la hauteur de sa propre sensibilité. Est-ce que l'auteur que vous tenez vous a démontré qu'il est à la hauteur de sa propre sensibilité? Voilà des choses que nous allons explorer. C'est la sensibilité d'un auteur. Que vous soyez ce qu'on va appeler comparatiste, que vous soyez ce qu'on va appeler autre chose, soyez n'importe quel explorateur du livre, mais dites-vous que chaque livre, même quand vous voulez comparer, vous ne comparerez que selon le niveau d'implication de chaque auteur. Prenons deux auteurs qui ont un critique à face à lui, deux auteurs qui écrivent des textes, qui écrivent sur des thèmes similaires.
Ce n'est pas la race, ce n'est pas l'éditeur, ce n'est pas le nom, ce n'est pas l'ancienneté qui vont déterminer qui a mieux écrit. C'est la sensibilité, l'implication de chaque auteur. Jusqu'où chaque auteur est-il allé? Et ce sont des éléments que vous n'aurez qu'en lisant chacun dans son individualité. Et alors, vous pourrez faire de vraies comparaisons. Vous ne ferez pas ces histoires superficielles en prétendant tout simplement. Non, vous aurez autre chose. Ce sera un plaisir que De Gosse nous propose des étapes cruciales pour concevoir une critique construite. Bien. La critique. Déjà, quand vous êtes face à un livre, c'est comment vous le tenez qui détermine ce que vous allez écrire. Déjà, vous le lisez. Je dis, vous lisez le livre. Si il y a quelque chose, parce que quelque chose va vous échapper, vous reprenez la lecture. Reprenez la lecture. Si vous dites véritablement que vous êtes dans un exercice critique, que vous voulez préparer quelque chose de critique, reprenez la lecture. Lisez à nouveau pour éviter de spéculer. Lisez à nouveau. Quand vous avez relu et que vous avez commencé à vous familiariser avec le détail d'une écriture, lisez encore pour être certain, pour fixer déjà le livre dans votre esprit. Il faut que le livre s'installe en vous. Alors, cette fois lecture, le livre s'est installé. Maintenant, vous commencez à l'observer. Quels sont les éléments de ce livre qui déjà sortent de l'ordinaire? Vous les relevez. Quels sont les éléments de cette écriture? Et là, vous avez l'écriture aussi. Vous avez des dispositions. C'est pourquoi je vous demande de lire à plusieurs reprises. Parce qu'il y a des choses qui vous apparaîtront, il y a des choses qui ne paraissent pas à la première lecture. Non. Comment l'auteur a disposé son écriture, son contexte? Comment ces personnages réagissent? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas en une seule lecture que vous avez cela. Même quand vous êtes expérimenté, vous êtes obligé soit de lire très lentement en prenant des notes, à chaque fois en observant, soit de lire à plusieurs reprises. C'est ce que vous devez faire. Donc, vous allez faire ressortir ces éléments qui déjà sortent de l'ordinaire. Parce que vous avez beaucoup lu. Vous avez lu avant ça. Le paradoxe du critique, c'est un peu comme celui de l'écrivain. Le paradoxe du critique, c'est d'oublier tout ce qu'il a lu, mais de s'en souvenir en même temps. Vous allez oublier ce que vous avez lu pendant que vous êtes en train de lire tel auteur, mais vous devrez vous en souvenir au moment où vous allez établir votre critique. C'est ça qui va vous dire s'il y a du nouveau ou s'il n'y a pas. Vous n'allez pas trouver nouveau. Un critique peut renseigner sur l'écriture, la lecture, va aller trouver nouveau quelque chose qui est hautement désuet. Donc, il faut faire attention. Bon, évidemment, je ne peux pas tout donner là, mais voilà par quoi on peut déjà commencer, mon cher d'accord. On peut commencer par là et le reste va suivre. Est-ce qu'il t'est arrivé dans la pratique de critique littéraire d'abandonner un livre au bout de quelques lignes, pages? Oui, ma chère Annie, c'est très, très, très souvent arrivé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, ça c'était avant que tu nous rejoignes, ça je l'ai dit tout à l'heure, je contacte l'auteur ou l'éditeur, avec la personne qui m'est proche des deux. Je la contacte et je lui fais part de ce que j'ai pu trouver. Là-dedans, je fais toujours cela, Annie, toujours. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ouvre un livre et au bout de quelques lignes, je suis obligé de m'arrêter, je contacte son éditeur. Parfois, je me force, je me pose. Il y a un ami critique qui m'a dit que mais arrête, tu es courageux, tu es même suicidaire. Tu es suicidaire, mon cher. Comment tu peux? Bon, il y a un livre que je ne vais pas citer, parce qu'il a été très plébiscité. Et donc, alors, il y a des critiques qui m'ont appelé, ils m'ont dit, tu as lu ce livre? Je dis oui. Comment tu l'as trouvé? Je dis, bon, j'ai dû arriver jusqu'au bout, mais dès les premières pages, j'ai trouvé que ce n'était pas assez écrit. J'ai trouvé que c'était trop, comme on dit, téléphoné. C'était trop commandé, donc j'ai pas. Mais j'ai dit, tu as lu toutes ces pages? Nous, dès les premières lignes, on a su que c'était téléphoné, on a arrêté. Et tout, oui, Annie, ça arrive. Mais je contacte toujours l'auteur ou l'éditeur. Ceux qui veulent bien répondre, bon, fort heureusement, la majorité répondent, mais il y en a qui ne répondent pas ou alors qui le prennent très mal. Oui, j'ai été traité plusieurs fois d'ennemi de la littérature, de ceci, de cela, de méchant, de mauvais.
oui, j'ai été traité de méchant, de mauvais même, ça c'est clair. J'ai entendu quelque part que j'étais foncièrement mauvais. Donc, et ça peut arriver. Ça arrive, mais je me dis, OK, cet auteur au moins, ou bien cet éditeur, ils savent qu'il y a ceci à refaire, donc ils vont le refaire. Mais je ne garde pas d'animosité. Alors moi, je continue juste à faire ce que j'ai à faire. C'est déjà arrivé, Annie, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Eh bien voilà, nous sommes à exactement 1h30 de programme et nous avons bouclé ce qu'il y avait à boucler. On a terminé avec cet atelier. Et oui, Pauline Marie Machel, la Secrilo est finie. Donc, donc, ça a été une magnifique semaine. Vraiment, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles et évidemment, je vais prendre tous ces contacts et on va continuer à travailler parce qu'il faut que notre littérature vive, il faut qu'elle continue de grandir. Ce sera toujours un plaisir de travailler avec tous ceux qui vont dans le sens du livre de qualité. Peu importe l'heure à laquelle je suis contacté pour le livre de qualité, je réponds présent. Peu importe, je réponds toujours. Et voilà, donc voilà, on va travailler, on va faire grandir notre littérature parce qu'on sait qu'elle est belle, on sait qu'elle a ses défauts, parce on sait qu'elle est encore jeune, mais c'est à nous de travailler à la rendre forte. Si on ne la rend pas forte, je crois que personne ne le fera pour nous. Voilà, et moi, c'était tout un plaisir de faire toutes ces nouvelles connaissances. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Je vais faire passer, avant de boucler, l'hymne. Ce qui a été proposé pour cette Secrilo, on a eu plusieurs choix, mais c'est cette chanson qui a été retenue parce qu'elle est un groupe particulier et la Secrilo 2026 a vraiment ressemblé à ceci. La deuxième édition de la semaine du critique littéraire. Online, la Secrilo, organisée par Atoli. Ce 30 du 20 au 26 avril 2026. À la fois en ligne sur Facebook et LinkedIn. Et en présentiel à la Maison des Savoirs de Yaoundé. Elle s'articule autour du thème. La critique littéraire. Entre exigences nouvelles. Responsabilité littéraire. La série écrivant part du constat que la littérature ne peut plus être simplement consommée, mais doit être analysée, interrogée et discutée. La critique littéraire est présentée comme une activité exigeante et responsable qui dépasse le simple jugement pour éclairer les œuvres, leur signification et leur enjeu dans des contextes variés. Dans un contexte toqué par l'essor du numérique et des réseaux sociaux, la parole critique s'est démocratisée. Si cette ouverture enrichit les échanges, elle impose également une rigueur accrue afin d'éviter les jugements superficiels. Le critique littéraire doit donc concilier liberté d'expression, éthique et profondeur d'analyse, en jouant un rôle de médiateur entre l'œuvre et le lecteur. La Secrilo 2026 en critique littéraire réunis quand il panélise 7 modérateurs et des participants issus de 7 pays sur 3 continents autour de 8 panels thématiques et d'un atelier virtuel de critique littéraire. Cette diversité internationale vise à favoriser un dialogue riche et constructif entre les acteurs du livre. Le choix du format en ligne répond à la volonté d'inclusion et d'accessibilité, permettant de rassembler facilement des intervenants du monde entier à moindre coût. La Secrilo s'inscrit dans une dynamique plus large portée par Asolite, une association littéraire camerounaise engagée dans la promotion d'une littérature de qualité en Afrique. Voilà, c'était super. La première fois que j'ai écouté, j'ai tellement dansé. Voilà, c'était. Oui, il m'arrive souvent de danser, mais tout seul quand personne ne me voit. Donc voilà, et merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. À très bientôt.